L'enveloppe glissa sur la table en acajou avec un bruit qui changea tout. À l'intérieur se trouvait un chèque de 500 000 euros. Et Richard Fontaine souriait comme s'il venait de résoudre tous ses problèmes d'un simple trait de plume. Ce qu'il ignorait, c'est que l'homme assis en face de lui, celui qu'il tentait d'acheter comme un vulgaire arriviste, contrôlait 47% de son empire tout entier. Je m'appelle Thomas Mercier, et voici l'histoire de comment j'ai observé la famille de ma femme tenter de me détruire alors que je tenais leur avenir financier au creux de ma main. Cela faisait 3 ans que j'étais marié à Emma Fontaine, la fille de l'un des promoteurs immobiliers les plus influents de Paris. Et pendant 3 ans, j'avais laissé sa famille croire que je n'étais rien de plus qu'un analyste de données en galère qui avait miraculeusement convaincu leur précieuse fille de se marier en dessous de sa condition. La vérité était bien plus complexe. La vérité, c'est que je possédais suffisamment d'actions de la Fontaine Développement Immobilier pour évincer Richard de sa propre salle de conseil d'un simple coup de fil. Mais j'étais resté silencieux, observant, attendant de voir qui étaient réellement ces gens quand ils pensaient que personne ne tenait les comptes. L'invitation à dîner arriva un mardi matin. Emma me tendit son téléphone pendant le petit déjeuner, me montrant un message de sa mère, Véronique. Maman veut qu'on vienne dîner vendredi soir, dit Emma, la voix tendue de cette tension devenue normale dès que sa famille entrait en conversation. Juste nous quatre. Elle dit que c'est important. Je savais ce que important signifiait dans le vocabulaire de la famille Fontaine. Cela voulait dire que Richard avait décidé qu'il était temps d'aborder l'embarras que représentait le mariage de sa fille avec quelqu'un qui conduisait une Peugeot 206 vieille de 7 ans et louait un modeste appartement dans un quartier que ses jardiniers ne visiteraient même pas. Ça devrait être intéressant, dis-je en gardant une voix neutre tout en calculant exactement à quel point ce dîner pourrait le devenir. Emma reposa sa tasse de café avec plus de force que nécessaire. Thomas, ne le prends pas mal, mais peut-être qu'on devrait annuler. Quand mes parents deviennent aussi formels, ça veut généralement dire qu'ils préparent quelque chose. Elle n'avait pas tort. Durant les 3 années de notre mariage, Richard et Véronique avaient rendu leur désapprobation parfaitement claire à travers 1000 petites piques. La manière dont Véronique mentionnait l'ex-petit ami d'Emma, Maxime, qui dirigeait maintenant sa propre société d'investissement. La façon dont Richard parlait des jeunes hommes prometteurs de son secteur, s'assurant toujours que je comprenais bien que je n'en faisais pas partie. Les réunions de famille soigneusement orchestrées où j'étais placé à la table des enfants pendant que les cousins d'Emma, tous correctement diplômés et convenablement fortunés, discutaient affaires avec les adultes. On y va, dis-je fermement. Je veux voir ce qu'ils préparent. Ce qu'Emma ignorait, ce que personne ne savait à part mon avocat et mes conseillers financiers, c'est que Thomas Mercier, l'analyste de données sans relief, était aussi TM Investissement, l'entité d'investissement anonyme qui acquérait régulièrement des actions de Fontaine Développement Immobilier depuis 8 ans. Tout commença quand j'avais 24 ans, fraîchement sorti de l'école polytechnique avec un diplôme en ingénierie financière et un petit héritage de mon grand-père. La plupart des gens auraient acheté une belle voiture ou pris des vacances coûteuses. Moi, j'achetais des actions d'une société immobilière en difficulté, dirigée par un certain Richard Fontaine qui se noyait dans les dettes suite à des projets trop ambitieux et un timing catastrophique durant la crise de 2008. J'avais étudié la société de Richard pendant des mois avant mon premier achat. Ses fondamentaux étaient solides, ses propriétés étaient bien situées, mais sa structure de capital était un désastre. Il avait désespérément besoin d'argent et ses investisseurs actuels perdaient confiance. Alors, je commençais à acheter discrètement via des couches d'entités juridiques impossibles à remonter jusqu'à moi. En 3 ans, je possédais 15% de sa société. Quand je rencontrais Emma lors d'une vente aux enchères caritatives il y a 5 ans, j'en possédais 31%. Au moment de notre mariage, 42%. Aujourd'hui, j'en possédais 47%, ce qui faisait de moi le plus grand actionnaire unique de Fontaine Développement Immobilier. Richard Fontaine travaillait pour moi. Il l'ignorait simplement. Rencontrer Emma ne faisait partie d'aucun plan. J'étais allé à cette vente aux enchères caritatives parce qu'un client y était honoré et je voulais le soutenir. Emma y était parce que sa mère l'avait traîné à un événement mondain qui ne l'intéressait pas. Nous nous étions retrouvés au bar en même temps,
tous deux essayant d'échapper à des conversations ennuyeuses avec des gens ennuyeux. Elle m'avait fait rire avec son imitation parfaite de la voix mondaine de sa mère. Je l'avais fait rire en admettant que je n'avais aucune idée de quelle fourchette utiliser pour la salade. Nous avions parlé pendant 3 heures d'affilée, et quand elle me donna son numéro, elle m'avertit: «Je te préviens, ma famille est assez intense sur l'argent, le statut social et toutes ces futilités superficielles. Si ça va te déranger, on devrait probablement en rester là ce soir.» J'avais souri et dit la chose la plus vraie que je pouvais sans révéler toute la vérité. L'argent ne définit pas qui est quelqu'un. Le caractère, oui. 3 mois plus tard, je demandai sa main. 6 mois après, nous étions mariés lors d'une petite cérémonie que Véronique avait désespérément tenté de transformer en mariage mondain. Emma avait coupé court, choisissant plutôt une célébration simple avec 50 personnes qui comptaient vraiment pour nous. Richard avait prononcé un toast qui dissimulait à peine sa déception de voir sa fille unique se marier si loin en dessous de son potentiel. J'avais souri tout du long, sachant que l'homme qui plaisantait sur ma modeste carrière n'avait pu payer ce mariage que grâce aux injections de capital de mon fonds d'investissement. Le jeu auquel je jouais était dangereux. Je le savais. Chaque mois, Emma stressait pour l'argent de façon qui n'était pas nécessaire. Notre appartement était agréable, mais elle avait grandi dans un hôtel particulier. Nos vacances se limitaient à la France parce que je ne pouvais pas exactement expliquer comment nous pourrions nous offrir des escapades en Asie avec le salaire d'un analyste de données. Elle s'était adaptée mieux que prévu, ne se plaignant jamais, insistant toujours sur le fait qu'être ensemble importait plus que le style de vie que ses parents lui avaient fourni. Mais je voyais la tension que cela lui imposait, surtout durant les rassemblements familiaux, quand Véronique faisait des commentaires pointus sur la nouvelle normalité d'Emma. «Pourquoi tu les laisses te traiter comme ça?» me demanda Emma une fois après un dîner de Noël particulièrement brutal, où Richard avait passé 20 minutes à m'expliquer comment fonctionnait le développement immobilier. Comme si je ne comprenais pas déjà chaque aspect de son activité mieux que lui. «Parce que l'opinion de ton père sur moi ne définit pas qui je suis», lui avais-je répondu. «Et parce que je sais quelque chose qu'il ignore. Les personnes les plus puissantes dans n'importe quelle pièce sont généralement celles auxquelles personne ne prête attention.» Le vendredi arriva avec ce temps d'automne clair qui rendait Paris presque civilisé. Emma passa 1 heure à se préparer, changeant de tenue 3 fois avant d'opter pour quelque chose qui marchait sur la ligne entre respecter la formalité de ses parents et ne pas en faire trop. Je portais un chino et une chemise, l'uniforme de la médiocrité acceptable que Richard attendait de moi. La propriété Fontaine s'étendait sur 3 hectares à Neuilly-sur-Seine, un monument à la richesse qui ressemblait toujours plus à un musée qu'à un foyer. L'allée serpentait à travers des jardins parfaitement entretenus, avant de déposer les visiteurs devant une entrée qui aurait sa place dans un château européen. La main d'Emma trouva la mienne alors que nous approchions de la porte. «Quoi qu'il prépare», dit-elle doucement, «souviens-toi juste que je t'ai choisi. Rien de ce qu'ils diront ne change ça.» Véronique ouvrit la porte elle-même, ce qui était inhabituel. Normalement, leur gouvernante s'occupait de telles tâches. «Emma, ma chérie», dit-elle en embrassant sa fille avec ce genre d'affection prudente qui n'abîmerait pas son maquillage. «Thomas.» Mon prénom sortit de manière sèche, comme si elle reconnaissait une regrettable nécessité. La salle à manger était dressée pour 4, mais la formalité de la table suggérait quelque chose de plus qu'un simple dîner de famille décontracté. Verres en cristal, porcelaine qui coûtait probablement plus que mon loyer, et suffisamment de couverts pour confondre quiconque n'avait pas grandi en sachant quelle fourchette servait à quoi. Richard était déjà assis en bout de table, portant un costume malgré le fait d'être chez lui. C'était bien Richard, toujours en représentation, toujours rappelant à chacun son statut. «Thomas», dit-il en se levant pour me serrer la main avec la poigne ferme d'un homme essayant d'établir sa dominance. «C'est bien de vous joindre à nous.» Comme si j'avais eu le choix, comme si c'était son invitation à étendre plutôt qu'une convocation à honorer. Le premier plat arriva et la conversation resta prudemment neutre. Véronique demanda à Emma des nouvelles de son travail à l'association où elle gérait des programmes communautaires. Richard mentionna un nouveau projet de développement dans le Marais. Je jouais mon rôle parfaitement, posant juste assez de questions pour sembler engagé, mais pas assez pour paraître réellement compétent sur le marché immobilier que je dominais secrètement. Puis,
Alors que le plat principal était débarrassé, Richard sortit un dossier en cuir. Le genre qu'utilisent les avocats, le genre qui signifiait les affaires sérieuses. Thomas, commença-t-il, sa voix prenant ce ton qu'il utilisait probablement en conseil d'administration. Véronique et moi voulions te parler de quelque chose d'important, quelque chose qui concerne l'avenir d'Emma. La main d'Emma trouva la mienne sous la table, serrant fort. Elle avait vu venir ça, même si elle ne savait pas exactement quelle forme cela prendrait. Nous avons beaucoup réfléchi au bien-être d'Emma, ajouta Véronique en tamponnant ses lèvres avec une serviette. Elle a renoncé à tellement quand elle t'a épousé. Son style de vie, ses opportunités, sa position dans la société. Je sentis Emma se raidir à côté de moi. Maman, on en a déjà parlé. Laisse-nous finir, ma chérie, dit Richard en levant une main. Nous ne sommes pas là pour critiquer qui que ce soit. Nous sommes là pour résoudre un problème. Il ouvrit le dossier en cuir, révélant une pile de papier et au-dessus, un chèque. Même de l'autre côté de la table, je pouvais voir qu'il était substantiel. Thomas, je vais être direct parce que je respecte la franchise en affaires. Tu sembles être un jeune homme assez correct, mais soyons honnêtes sur ce qui s'est passé ici. Tu as épousé au-dessus de ta condition. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un fait. Emma aurait pu avoir n'importe qui. Elle t'a choisi et nous avons essayé d'accepter cette décision. Mais, continua Véronique, nous ne pouvons pas rester là à regarder notre fille lutter financièrement par fierté. Alors, nous avons trouvé une solution qui profite à tout le monde. Richard fit glisser le dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un accord d'annulation de mariage et attaché au devant, un chèque de 500 000 euros. C'est plus d'argent que tu n'enverrais en 10 ans à ton poste actuel, dit Richard. Sa voix portait la confiance d'un homme à qui personne qu'il considérait comme inférieur n'avait jamais dit non. Signe les papiers d'annulation, prends l'argent et poursuis ta vie. Tu seras mieux installé qu'avant de rencontrer Emma. Et Emma pourra passer à une vie plus appropriée à son milieu. Le silence qui suivit fut absolu. Emma avait l'air d'avoir reçu une gifle. Véronique étudiait sa manucure, pensant probablement que c'était déjà réglé. Richard souriait légèrement, le sourire d'un homme qui venait de résoudre un problème par l'élégante application d'argent. Je regardais le chèque. 500 000 euros. Pour Richard Fontaine, c'était probablement une erreur d'arrondi. Pour la personne qu'il pensait que j'étais, cela représentait une vie d'opportunité. Et c'était la belle ironie de ce moment. L'homme qui m'offrait un demi-million d'euros pour quitter sa fille ne pouvait faire cette offre que grâce aux milliards que j'avais injectés dans sa société défaillante au cours des 8 dernières années. C'est une offre très généreuse, dis-je finalement, gardant ma voix neutre. Le sourire de Richard s'élargit. Je pensais bien que tu verrais raison. Juste pour que je comprenne correctement, continuai-je en sortant le chèque du dossier et en le tenant à la lumière. Vous voulez que je renonce à mon mariage avec Emma pour 500 000 euros? C'est une annulation, corrigea Véronique. Bien plus propre qu'un divorce. Pas de faute, pas de laideur, juste une reconnaissance mutuelle que le mariage était une erreur dès le départ. Emma se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. C'est de la folie. Vous ne pouvez pas juste acheter les gens. Ma chérie, assieds-toi, dit Richard. Les adultes parlent. J'ai 28 ans, papa. Je suis adulte, et mon mari est assis ici en train de se voir offrir de l'argent pour me quitter. Comment osez-vous? Mais Richard ne la regardait même pas. Il me regardait, confiant qu'il avait déjà gagné. Thomas comprend comment fonctionne le monde. N'est-ce pas, Thomas? Parfois, l'argent est juste la manière la plus honnête de résoudre un problème. Je reposai le chèque soigneusement, le lissant contre la nappe. Puis je sortis mon téléphone de ma poche. Avant de répondre, dis-je, j'ai besoin de passer un rapide coup de fil. Vous m'excusez juste un instant? Thomas, qu'est-ce que tu fais? Demanda Emma, confuse. M'assurer que tout le monde à cette table comprend le tableau complet, répondis-je. J'appelais mon avocat, maître Laurent Beaumont, qui je savais serait disponible malgré l'heure. Laurent gérait mes intérêts depuis 8 ans, et il savait exactement quoi faire quand j'appelais pendant les fonctions familiales. Maître Beaumont, c'est Thomas. Je suis à dîner avec la famille Fontaine et quelque chose d'intéressant s'est présenté. Pourriez-vous consulter la structure actuelle de propriété de Fontaine Développement Immobilier? Oui, maintenant. J'attends. Richard fronça les sourcils.
Qu'est-ce que ton avocat a à voir avec quoi que ce soit? Tout, dis-je simplement. Puis Laurent était de retour en ligne et je mis le téléphone sur haut-parleur. Maître Beaumont, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer à tous les présents la structure actuelle de propriété de Fontaine Développement Immobilier? La voix de Laurent remplit la salle à manger, professionnelle et précise. Certainement. Fontaine Développement Immobilier compte 100 millions d'actions en circulation. Le plus grand actionnaire est TM Investissement, qui possède 47 millions d'actions représentant 47% de la société. Le deuxième plus grand actionnaire est Richard Fontaine, personnellement avec 18 millions d'actions, soit 18%. Les 35% restants sont répartis entre divers investisseurs institutionnels et individuels. Richard fixait le téléphone comme s'il parlait une langue étrangère. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec... Maître, l'interrompis-je. Pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer qui possède TM Investissement? TM Investissement est détenu entièrement par Thomas Mercier. La société a été établie il y a 8 ans en utilisant un héritage et a été le principal véhicule d'investissement pour le portefeuille de M. Mercier. La valeur actuelle de la position dans Fontaine Développement Immobilier est d'environ 10,8 milliards d'euros au cours de clôture d'aujourd'hui. Le silence qui suivit fut différent d'avant. Ce n'était pas le silence du choc ou de la gêne. C'était le silence d'un monde en train d'être reconstruit de zéro. La bouche d'Emma s'était ouverte. Véronique était devenue complètement blanche. Richard avait l'air d'avoir été percuté par un camion. « Je ne comprends pas », dit finalement Richard, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je pris le chèque et le lui tendis. « Ceci fait 500 000 euros. Vous m'offrez un demi-million pour que je quitte Emma. » Je laissai cela planer dans l'air un moment. « Richard, je possède 47% de votre société. Aux valorisations actuelles, ma position vaut 10,8 milliards d'euros. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie, la voix de Laurent vint du haut-parleur, que M. Mercier est le plus grand actionnaire unique de Fontaine Développement Immobilier. Il détient le contrôle majoritaire des votes quand combiné avec d'autres actionnaires minoritaires qui s'en remettent à son jugement. En termes pratiques, Thomas Mercier pourrait retirer Richard Fontaine de son poste de PDG par un simple vote majoritaire lors de n'importe quelle réunion du conseil d'administration. Le visage de Richard était passé du blanc au rouge. C'est impossible. TM Investissement est... Je pensais que c'était... Il bégayait, son autorité soigneusement construite s'effondrant en temps réel. Vous pensiez que c'était un investisseur institutionnel? Finis-je pour lui? Un hedge fund anonyme ou une société de private equity. Vous n'avez jamais posé de questions parce que l'argent continuait d'arriver quand vous en aviez besoin. Il y a 8 ans, votre société se noyait dans les dettes. Vous ne pouviez pas obtenir de financement des sources traditionnelles parce que tout le monde savait que vous vous étiez surexposé. Alors, quand un investisseur mystérieux a commencé à racheter vos actions en difficulté et à fournir du capital pour vos projets, vous n'avez pas regardé de trop près d'où cela venait. Je me levai, marchant autour de la table jusqu'à me tenir directement devant Richard. Chaque projet majeur que vous avez achevé ces 8 dernières années a été financé avec le capital que j'ai fourni. La Tour du Nord, mon argent. Le développement des quais de Seine, mon argent. Les parcs de bureaux en banlieue qui ont sauvé votre société durant le ralentissement de 2015, tout mon argent. Véronique retrouva finalement sa voix. Mais tu es analyste de données. Tu vis dans ce minuscule appartement. Tu conduis cette horrible voiture. Je suis analyste de données, confirmai-je. J'analyse des données financières pour des clients qui ont besoin de conseils en investissement spécialisé. Ce n'est pas un mensonge. Ce n'est juste pas toute la vérité. L'appartement est modeste parce qu'Emma et moi avons choisi la modestie. La voiture fonctionne parfaitement bien. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit par des démonstrations de richesse. Emma pleurait maintenant, mais pas de tristesse, de colère. Tu nous as regardés tout ce temps, tu les as regardés te traiter comme une merde, sachant que tu pouvais les détruire d'un coup de fil? J'aurais pu, admis-je. Mais je voulais savoir qui ils étaient vraiment. Je voulais voir jusqu'où ils iraient quand ils pensaient avoir tout le pouvoir. Je regardais Richard, toujours figé sur sa chaise. Il s'avère que c'est assez loin. Thomas, commença Richard, sa voix tremblante. Je ne savais pas. Tu dois comprendre.
Je ne savais pas qui tu étais. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Demandai-je. Si j'étais réellement celui que vous pensiez que j'étais, est-ce que cette offre serait moins insultante? Est-ce qu'essayer de me soudoyer pour que je quitte votre fille serait plus justifié? Véronique pleurait aussi maintenant, le mascara coulant sur son visage soigneusement maquillé. Nous essayons juste de protéger Emma. La protéger? Je ris, mais sans aucun humour. Vous essayez de la contrôler. C'est différent. Je sortis mon propre téléphone et ouvris mon application email. En quelques gestes, j'envoyai un message que j'avais eu en brouillon pendant des mois, attendant juste le bon moment. Je viens d'envoyer un email au conseil d'administration de Fontaine Développement Immobilier, convoquant une réunion d'urgence lundi matin. L'ordre du jour est simple. Un vote sur le poste du PDG actuel. Richard se leva brusquement. Tu ne peux pas faire ça. Le conseil me soutiendra. Ils savent ce que j'ai construit. Ce que nous avons construit ensemble, corrigeai-je. Et ils savent aussi que 47% des parts votantes soutiennent un changement de direction. J'ai déjà parlé avec les autres actionnaires majeurs. Quand nous voterons lundi, vous serez destitué comme PDG. Le conseil installera une équipe exécutive intérimaire pendant que nous cherchons un remplaçant permanent. Mais c'est ma société, cria Richard. Sa contenance était complètement partie maintenant, remplacée par la panique pure. J'ai construit ça à partir de rien. Non, dis-je calmement. Vous l'avez construite jusqu'au bord de la faillite. Je l'ai sauvée. Et je l'ai fait pendant que vous me traitiez comme si je ne valais pas l'air que je respirais à votre table. Je me tournai vers Emma qui me fixait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Je suis désolé de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt, je voulais te le dire 1000 fois. Mais j'avais besoin de savoir si ta famille m'accepterait jamais pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Ce soir m'a donné cette réponse. Thomas, murmura-t-elle. Pourquoi? Pourquoi les laisser t'humilier alors que tu aurais pu juste leur dire? Parce que l'humiliation est temporaire, le caractère est permanent. Tes parents m'ont montré ce soir qui ils sont vraiment. Ils m'ont offert de l'argent pour abandonner la personne que j'aime le plus au monde. Ils ont valorisé leur statut social plus que ton bonheur. J'avais besoin que tu vois ça aussi. Je pris le chèque une dernière fois et le déchirai proprement en deux. Je ne veux pas de votre argent, Richard. Je n'en ai jamais voulu. Je voulais faire partie d'une famille. Je voulais prouver que je pouvais aimer votre fille sans me soucier de son nom de famille ou de son héritage. Mais vous ne pouviez pas voir ça. Tout ce que vous voyiez était quelqu'un que vous pensiez inférieur à vous. La voix de Laurent résonna à nouveau du téléphone. Thomas, dois-je procéder aux notifications au conseil? Je regardais Richard, qui s'était effondré dans sa chaise, le visage dans les mains. Je regardais Véronique, qui agrippait ses perles comme si elle pouvait la sauver de ce cauchemar. Et je regardais Emma, ma femme, qui méritait mieux que des parents qui mesuraient l'amour en billets de banque. Oui, dis-je finalement. Procédez à tout. Il est temps pour une nouvelle direction. Le trajet du retour fut silencieux pendant les 10 premières minutes. Emma était assise sur le siège passager de mon horrible Peugeot, fixant par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient. Finalement, elle parla. « Depuis combien de temps planifies-tu ça ?»« Je ne planifiais rien, dis-je honnêtement. J'ai acheté des parts dans la société de ton père des années avant de te rencontrer. C'était une bonne opportunité d'investissement. Te rencontrer, tomber amoureux de toi, c'était du pur hasard, un magnifique hasard, mais du hasard quand même. Mais tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu me le dire à n'importe quel moment ces 3 dernières années. J'aurais pu, admis-je. Mais aurais-tu cru que je t'avais épousé pour toi et non pour tes connexions familiales? Aurais-tu cru que je t'aimais pour qui tu es et non pour ce que tu représentais? Elle resta silencieuse longtemps. Je ne sais pas, admit-elle finalement. Peut-être pas au début. Je voulais que tu saches sans aucun doute que je t'avais choisi alors que je n'avais rien à gagner. Je voulais que ta famille révèle qui elle était vraiment. Et ce soir, c'est ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-elle. Pour la société de mon père? Pour mes parents? La société ira bien, l'assurai-je. Mieux que bien. Je vais installer une équipe de direction professionnelle qui sait vraiment ce qu'elle fait. Ton père se verra offrir un poste de consultant s'il le veut, mais avec une autorité et une rémunération significativement réduites. Et mes parents?
Je soupirai. C'est à toi de décider. Ce sont tes parents, Emma. Je ne te forcerai pas à choisir entre eux et moi. Mais je ne feindrai pas non plus que ce qu'ils ont fait ce soir était acceptable. Elle tendit la main et prit la mienne. Je te choisis. Je t'ai toujours choisi, même quand je pensais que tu n'étais qu'un analyste de données avec une Peugeot et des rêves modestes. Surtout à ce moment-là, en fait. Pourquoi? Surtout à ce moment-là? Parce que cette version de toi m'aimait sans aucune attente de gain. Cette version de toi m'a choisi alors que tu pensais que j'étais juste une employée d'association avec une famille critique. C'est réel, Thomas. C'est ce qui compte. Nous nous garâmes dans notre immeuble, le bâtiment modeste qui avait été notre foyer pendant 3 ans. Demain, je pourrais nous acheter un penthouse si nous le voulions. Nous pourrions déménager à Neuilly nous-mêmes, vivre dans le genre de maison qui rendrait la propriété de Richard et Véronique banale. Mais en regardant Emma dans la lumière tamisée du parking, je réalisais que nous n'avions besoin de rien de tout ça. On garde l'appartement, dis-je soudainement. Elle sourit pour la première fois depuis le dîner. Oui, peut-être qu'on l'achètera au lieu de le louer. Mais j'aime notre vie, Emma. J'aime être normale. J'aime prouver que le bonheur ne nécessite pas un hôtel particulier ou une voiture de luxe ou d'impressionner des gens qui ne valent pas qu'on les impressionne. Et l'argent? Demanda-t-elle. 10 milliards d'euros, c'est beaucoup à juste ignorer. Nous ne l'ignorons pas. Nous allons en faire quelque chose de significatif. Tu vas développer ton association. Nous allons financer des programmes communautaires qui aident vraiment les gens. Et peut-être que si on se sent vraiment généreux, on créera un fonds de bourse pour les jeunes qui veulent aller dans des grandes écoles, mais ne peuvent pas se le permettre. Des jeunes comme toi? Demanda-t-elle doucement. Des jeunes comme j'aurais été si mon grand-père ne m'avait pas laissé cet héritage. Oui. Ce lundi, la réunion du conseil se déroula exactement comme je l'avais prédit. Richard fut destitué de son poste de PDG par un vote de 78% en faveur. Il était assis au bout de la table de conférence, diminué et humilié, pendant que les membres du conseil qui avaient passé des années à le flatter votaient maintenant pour le priver de son pouvoir. Véronique appela Emma 17 fois ce jour-là. Emma laissa chaque appel basculer sur messagerie vocale. Le lendemain, une lettre arriva à notre appartement par courrier recommandé. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de Véronique. « Emma, je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Ce que nous avons fait est impardonnable. Mais j'ai besoin que tu saches que nous pensions te protéger. Nous pensions que Thomas t'utilisait. Nous avions tort. Nous avions si terriblement, horriblement tort. Ton père est dévasté. Pas à propos de la société, bien que cela fasse mal. À propos de te perdre. À propos de découvrir que le gendre qu'il méprisait est l'homme qui a sauvé tout ce qu'il avait construit. S'il te plaît, quand tu seras prête, pouvons-nous parler? Je te promets plus d'enveloppes, plus de chèques, juste une mère qui veut comprendre l'homme que sa fille a épousé. » Emma lut la lettre 2 fois, puis la posa sur le comptoir. « Tu penses qu'elles sont sincères? Je pense qu'elles ont peur, dis-je. Et parfois la peur rend les gens honnêtes d'une manière que le confort ne pourrait jamais. Qu'est-ce que tu ferais? Je réfléchis un moment. Je leur donnerais une chance. Une seule chance. Mais à nos conditions, dans notre appartement, sans la performance de la richesse et du statut. S'ils peuvent nous accepter tels que nous sommes, vraiment tels que nous sommes, alors peut-être qu'il y a de l'espoir. S'ils ne peuvent pas, alors au moins nous saurons. » Emma prit son téléphone et tapa une réponse. Dîner chez nous ce vendredi. Pas de code vestimentaire, pas d'attente, juste la famille. Elle me montra le message avant de l'envoyer. « Trop dur? » « Parfait, dis-je. Ce vendredi, Richard et Véronique arrivèrent à notre appartement semblant plus petit d'une certaine manière. Richard portait un jean et un pull. Véronique portait un pantalon et un maquillage minimal. Ils avaient laissé leur armure à la maison. « Thomas, » dit Richard quand j'ouvris la porte, « merci d'avoir accepté de nous voir. » Nous nous assîmes autour de notre petite table à manger, en mangeant des pâtes qu'Emma avait préparées elle-même. Il n'y avait pas de serveur, pas de verres en cristal, pas de performance. Juste 4 personnes essayant de comprendre si elles pouvaient reconstruire quelque chose de brisé. « Je te dois des excuses, » dit finalement Richard. « Plusieurs excuses, en fait, pour chaque dîner où je t'ai fait te sentir petit,
Pour chaque commentaire sur ton travail, ou ta voiture, ou ton milieu? Pour ce chèque. Il s'arrêta, sa voix se brisant légèrement. Pour te traiter comme si tu valais exactement 500 000 euros, alors que tu étais l'homme qui a sauvé ma société et aimé ma fille. J'apprécie ça, dis-je prudemment. Mais les excuses que j'ai vraiment besoin d'entendre sont celles que tu fais à Emma, parce que c'est elle que tu as essayé de contrôler. C'est elle dont tu as valorisé le bonheur moins que ton statut social. Richard se tourna vers sa fille, des larmes se formant dans ses yeux. Emma, je suis désolé. Je suis désolé de n'avoir pas pu voir ce que tu voyais en Thomas. Je suis désolé de t'avoir fait sentir que ton choix n'était pas assez bien. Tu as trouvé un homme qui t'aime pour qui tu es, qui n'avait pas besoin de ton argent, ou de ton nom, ou de rien sauf toi. C'est ce que chaque père devrait vouloir pour sa fille, et j'ai failli le détruire à cause de mon orgueil. Véronique tendit la main à travers la table et prit celle d'Emma. J'ai passé toute ta vie à te préparer pour un certain type de vie, un certain type de mariage. Et quand tu as choisi différemment, j'ai eu l'impression que tu rejetais tout ce que je t'avais enseigné. Mais tu ne rejetais rien. Tu choisissais quelque chose de réel plutôt que quelque chose de creux. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir ça. Emma pleurait maintenant, mais elle ne retirait pas sa main. Vous le pensez vraiment? Parce que je ne peux pas revivre une autre soirée comme vendredi dernier. Je ne peux pas vous regarder traiter Thomas comme s'il n'était pas assez bien alors que c'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Nous le pensons, dit Richard fermement, et nous sommes prêts à le prouver. Thomas, j'aimerais t'inviter à déjeuner cette semaine, juste nous deux. Je veux en apprendre sur ta philosophie d'affaires, ta stratégie d'investissement, tout ce que j'aurais dû demander pendant ces 3 dernières années au lieu de te mépriser. Je regardais Emma, qui hocha légèrement la tête. Le déjeuner semble bien, dis-je. Mais Richard, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas acheté des parts dans ta société pour te contrôler ou te faire du mal. Je l'ai fait parce que c'était une bonne opportunité d'investissement. Et je ne vais pas m'excuser d'être bon dans quelque chose que tu ne savais pas que je pouvais faire. Je ne m'attendrai pas à ce que tu le fasses, répondit-il. J'espère juste que tu m'apprendras comment tu l'as fait. Parce qu'apparemment, j'ai dirigé une société sans comprendre qui la maintenait vraiment en vie. 3 mois plus tard, Fontaine Développement Immobilier annonça une restructuration majeure. Richard resta au conseil en tant que conseiller senior, mais les opérations quotidiennes étaient gérées par une équipe professionnelle qui avait complètement retourné la société. Le cours de l'action avait grimpé de 40% depuis le changement de direction. L'association d'Emma avait reçu une subvention de 50 millions d'euros de la Fondation Famille Mercier, que j'avais établie pour faire exactement ce dont nous avions parlé ce soir-là dans le parking. Nous financions des programmes communautaires, des bourses et des initiatives qui aidèrent les personnes qui étaient là où j'avais été il y a 8 ans. Talentueux, motivés, mais sans les ressources pour le prouver. Richard et Véronique venaient dîner à notre appartement toutes les 2 semaines. Ils avaient appris à laisser leurs attentes à la porte et à être juste les parents d'Emma, plutôt que des figures de la société de Neuilly. Richard avait même commencé à conduire une voiture plus modeste, plaisantant que si un milliardaire pouvait être heureux dans une Peugeot, il pouvait probablement rétrograder de sa Mercedes. L'histoire du milliardaire caché fit les nouvelles économiques pendant quelques semaines, mais je refusais la plupart des demandes d'interview. Ce qui s'était passé à cette table à manger n'était pas du contenu pour les Échos ou le Figaro. C'était personnel. C'était à propos de la famille, des valeurs, de ce qui compte quand on retire la performance de la richesse et du statut. Un soir, environ 6 mois après ce dîner fatidique, Emma et moi étions assis sur le balcon de notre appartement en regardant les lumières de la ville. « Tu regrettes parfois ?» demanda-t-elle. « Les avoir laissés t'humilier si longtemps alors que tu aurais pu juste dire la vérité ?»« Pas une seule fois, dis-je honnêtement. Parce que maintenant je sais. Je sais que tes parents t'aiment plus qu'ils n'aiment leur fierté. Je sais que tu m'as choisi pour moi. Et je sais que je n'ai besoin de la permission de personne pour être exactement qui je suis. »« Qui es-tu » demanda-t-elle en souriant. « Je suis Thomas Mercier. Je suis analyste de données. Je suis investisseur milliardaire. Je suis ton mari. Et je suis le type qui a prouvé que les personnes les plus puissantes dans n'importe quelle pièce sont généralement celles auxquelles personne ne prête attention. » Elle m'embrassa alors,
et les lumières de la ville scintillaient en dessous de nous comme des possibilités que nous n'avions même pas encore imaginées. Quelque part de l'autre côté de la ville, Richard Fontaine travaillait probablement tard, apprenant sa société de fond en comble, comme l'étudiant qu'il aurait dû être depuis le début. Quelque part dans leur hôtel particulier, Véronique planifiait probablement leur prochain dîner chez nous, s'assurant de ne pas s'habiller trop formellement. Et ici, dans notre modeste appartement que nous avions délibérément choisi, Emma et moi étions riches des seules manières qui comptèrent vraiment. Nous nous avions l'un l'autre. Nous avions la vérité. Et nous avions un avenir construit sur quelque chose de plus solide que ce que l'argent pourrait jamais acheter. Parce qu'en fin de compte, ce n'était pas l'enveloppe qui avait tout changé. Le chèque de 500 000 euros n'était pas ce qui importait. Ce qui importait, c'était le moment où les gens vous montraient qui ils étaient en vraiment, et ce que vous choisissiez de faire avec cette information. J'avais choisi l'amour, j'avais choisi l'honnêteté, et j'avais choisi de prouver qu'être sous-estimé est parfois le plus grand avantage qu'on puisse avoir. Parce que quand personne ne s'attend à ce que vous gagniez, la victoire a un goût d'autant plus doux. Je m'appelle Thomas Mercier. Je suis l'investisseur anonyme qui a sauvé la société de mon beau-père pendant qu'il essayait de me payer pour que je quitte sa fille. Et voici l'histoire de comment j'ai appris que la meilleure revanche n'est pas la destruction, c'est de vivre bien. C'est choisir l'intégrité plutôt que les représailles. C'est construire quelque chose de réel pendant que tout le monde est occupé à construire des illusions. Richard Fontaine a essayé de m'acheter pour 500 000 euros. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais déjà acheté son respect. Il lui a juste fallu 3 ans et un dîner dévastateur pour le réaliser. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été sous-estimé ou méprisé par des gens qui pensaient être meilleurs que vous, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre histoire. Célébrons tous ceux qui ont prouvé que le succès ne concerne pas d'où vous partez ou qui connaît votre nom. Il s'agit de qui vous êtes quand personne ne regarde et de ce que vous faites quand tout le monde vous compte dehors. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la justice, la rédemption et la belle satisfaction de prouver que les sceptiques avaient tort. Et appuyez sur le bouton J'aime si vous croyez que le caractère compte plus que les comptes en banque, que l'amour compte plus que le statut, et que les meilleures victoires sont celles que personne ne voit venir. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, la personne la plus dangereuse à n'importe quelle table est celle que tout le monde ignore. Parce que pendant qu'ils sont occupés à vous sous-estimer, vous êtes occupés à devenir exactement qui vous devez être pour tout changer. Jusqu'à la prochaine fois, restez affamés, restez humbles et ne laissez jamais personne vous faire sentir petit juste parce qu'ils ne peuvent pas voir à quel point vous êtes vraiment grand. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.